On est absolument ravis d'accueillir Clémentine Delis. Je dois avouer que la lecture du Metabolic Museum, puisque le Metabolic Museum dont elle va nous parler a également été à la fois une expérience, mais c'est aussi un livre que vous pouvez d'ailleurs trouver à la librairie du CAPC. Et donc cette lecture a été pour moi très inspirante. Donc je suis impatiente, comme vous je l'imagine, d'écouter Clémentine. Et puis je me tais parce que moi-même je vais aller chercher mon petit appareil. Merci beaucoup Clémentine. Thank you. I'm a little bit sorry not to be speaking in French, so you can ask me questions in French. But I want to carry through photographs, and I need to keep on in line with this. So I will do it in English, but if there's any question you have in between, you just stick your hand up. You can speak to the pilot. The names here are an indication of the neoliberal times in which we live. It's very, I was recently offered a 5th title, which is honorary professor at the Bauhaus University. So it becomes ridiculous. They offered me an assistant. They asked me to teach for 3 hours a week, and with the grand sum of 0 at the end of the month. So this is what goes on more and more, and let's begin. So good morning, and thank you to Sandra Patron, thank you to Cédric Fauque, who I haven't seen yet this morning, but I hope he comes. And thank you to Romaric Favre and to the whole technical crew, and of course to the translators. During the lockdowns in 20 and 21, museums and art venues in Europe were largely closed. As the pandemic waned, entry was restricted to the vaccinated, and precautionary measures prevented both the production and the consumption of exhibitions. In London, artist Abbas Zahedi, whose work you can see outside on the roof of the CAPC, outmaneuvered British law by converting a former postal sorting office in Chelsea into an artwork conceived as a space of repose, accessible only to frontline health and public service workers. However, the majority of museums and art venues in 2020 deferred planned exhibition openings and closed their doors, all the while keeping their energy costs running. Gagged by health and safety regulation, it was very difficult to envisage for any of us the nature of an alternative activity within the museum space, even though we all felt the need to do something. At the Castello di Rivoli, Caroline Christoph Bakagiev installed a vaccination center, but somehow this initiative proved to be an isolated incident. It was at this point that I wrote the following text, both apocalyptic and utopian. The museum is empty of walking, consuming human beings. It has become a lazaret for vulnerable bodies. With frescoes on the ceiling, the afflicted lie prostrate, watching the pursuits of angels in their embrace of flesh and cloud. Paintings are hung lower than usual to match the bedridden gaze. Spotlights, like torches, complement the micro-focus of each sufferer. No longer controlled by norms of visitation, curators tend to patients, not publics, offering solace and distraction. Performing subtle operations like whispering or awakening, they re-energize the metabolic flow. Curators are nurses. Through their agency, they transport the patient and immobile person out of their solitary imagination. All artworks become returns, points of reflection, and potential objects of virtue, drawn per force into a common condition of remediation. The Metabolic Museum proposes a model, a series of exercises for curators and for visitors alike,
artists too are part of this dialogue, for they too have suffered from the unhealthy polarization of institutionally driven art on the one hand and market-driven production on the other. If I think back to the 2020s, when artists could have worked in the sealed-off museums, transforming exhibition galleries into temporary studios and melting the frozen format of the show into what Philippe Parrenaud prefers to call, I quote, a situation of relative intensity. Indeed, next to Abbas Zahedi, over the last year, KW Institute for Contemporary Art in Berlin has put on 2 such situations of relative intensity, or what they call pauses. I would name them ultra-temporary exhibitions. The first was here, as you can see, with Swiss painter Tobias Spichtig, and more recently with Lydia Uraman. Both artists questioned the body in the exhibition space for short periods of time. Spichtig with a sea of second-hand mattresses to lie down on and from which to listen to readings by Berlin-based novelists and poets. And Lydia Uraman, whose setup in KW transmitted nothing but the poignant heartbeat of each visitor non-stop for 24 hours. Her exhibition was a one-day exercise in public auscultation, whereas Spichtig's work here drew out incredibly complex political connotations, on the one hand of homelessness, because these mattresses stank. The smell in the room was unbelievable. But it also reminded me, in any case, of a choreography of interpenetration. When you think of the Marquis de Sade and you think of his extraordinary constellations, you realize that they obviously didn't do it on the conjugal bed. And so I think it's Roland Barthes who then suggests that they might have had a floor-to-floor mattress. And so all this was coming through my head as I smelled the really complex odor of these mattresses, which in a way pointed to KW as some kind of obscene location for the aestheticization of poverty and statelessness. Now, KW has no collection, but what about the many museums today that have reservoirs full to the brim with artifacts, artworks, archives, documents, books, and more that are rarely brought into dialogue with one another unless uniquely selected for a forthcoming show or for the purposes of conservation, provenance study, and occasionally repatriation. The museum could mean a rehab for COVID patients, a refuge for the stateless. But when the museum knows no immediate crisis, it still throws up the urgency of remediating colonial collections. Whoops, it always does this, sorry about this. For with the trailing effects of the pandemic, 9 months of war in Ukraine, mounting global insecurity and ecological urgency, it seems important, even essential, to occasion a rethink of the museum in terms of its spatial logic, the deployment of collections, and the regime of exhibition making and programming. And I ask you, as professionals and students of art, does the grid of permanent and temporary shows mean anything today? Is it sustainable? Is it relevant to visitors? Now, between 2010 and 2015, I ran a contentious museum, an ethnographic museum, Musée d'Ethnologie. It was established in 1904 in Frankfurt by its citizens, and it was there that I began an investigation into the question of space and methodology for remediating collections. After years of curatorial independence, I mean, I'd been working for, since 1990, and it was 2010. I had made very harsh decisions as an independent curator. For 11 years, I blankly refused to do exhibitions
I didn't want to put maps of Africa on the wall in order for the public to understand something that you wouldn't need. You know, you wouldn't need a map on the wall for Europe, so why did you need it for Africa? And it was so clear to me that this public-facing work was not going to be my personal remit as a curator that I stopped and I started publishing instead. But when I reached the age of 50, I wanted a house. I wanted a museum. I wanted something that I could work with myself and with a group of people, colleagues. I don't use the word team. For me, the word team is very dangerous. But a group of people, of colleagues, of collaborators. And the museum's corpus was divided between the harsh environment of a bunker and 3 late 19th century villas on the museum shore of Frankfurt. Now, before I move on to the next picture, let me just explain what this is. This is this is the equivalent of if the city of Bordeaux decides that Papua New Guinea is going to die out. Yeah? Salvage anthropology. So they go with the taxpayers' money to the farthest end of the world and they bring back this enormous amount of 3,500 objects, and we're talking 1966, right? So, I mean, a lot is going on in 1966. There are many former colonies that have reached independence or gained independence. There's an awareness. It was an obscene process because on top of it, the museum at the time didn't even have a building. But what you need to note, because we'll come back to it, it's actually essential today, is that they collected in a kind of serial kleptomania. They didn't take one object back of one type. They took 50 or 100 back in order to swap with other museums, because it was only this way that you would gain an encyclopedic vision of the world. Right? So this swapping activity, it ended in 1980, and it means that there are a lot of, let's call them cousins, because this isn't mass manufacturing, but there are a lot of doubletten, duplicates. And this is, in a way, the key to the problem of a decolonial art history, or at least one of the keys. So, on the one hand, you see here the depot of the Weltkulturmuseum. It's a photograph by Armin Linke. And it's organized by region. So one block of concrete is Southeast Asia, another one is America, another one is Africa, another one is, did I say Americas, Oceania, Africa, Southeast Asia. There are 70,000 objects. This is a relatively small museum, right, in terms of German colonial bulimia. But if you count all the museums together, which you can't do with French museums of ethnology, if you look into Wikipedia, you have no idea. There's the Musée du Quai Branly Jacques Chirac, and then you may have a reference to small collections. But in Wikipedia in German, if you put in Völkerkunde Museum, they list the number of artifacts they have. And if you take out a calculator, you reach easily 4 million, 5 million. So this small museum in Frankfurt had a library of 50,000 books and 120,000 photographs and an interesting collection that had been put together by the Senegalese painter and activist and curator El Hadji Sy already in 1986. So El Hadji Sy was a precursor of the question of the curator of African descent, right? He was pre-Okwi Enwezoa. And this collection of, I think there were around 3,000 works, or there are 3,000 works of contemporary art, not only from the African continent, in particular from Senegal, but also South Africa, Kenya, Uganda, and other Southeast Asia and other parts of the world. That's what attracted me, to working with this collection. Inside, it looked like this. Okay, so I couldn't see what was in there. I had to keep pulling open drawers, but each one had its own lock. And so the 4 custodians, because we're talking about keepers, we're not talking about curators. Yeah, they would like to be curators, but there's this uncomfortable division that hasn't been resolved between custodial practice and knowledge and curatorial practice. So
all of these, this is only one part of one floor, are collections that to 99.9% have undocumented authorship. No name of an artist, no name of a designer, no name of an engineer, no name of an architect, no name of the person who might have owned it originally, nothing. The sparsity of information is intentional because it's only through this sparsity that the profession of the museum anthropologist had its legitimacy. Otherwise, what would they have done if they knew everything anyway about the vast quantities of objects that they brought back? So this process of ethnographic reconstruction requires in that moment both the photography of the objects, because they weren't often photographed in situ, and the construction of the monographic monograph of the history of these objects based under the three key categories: region, ethnicity, and function. Now, strangely, when I left this museum, I thought maybe I would be hitting a new moment when the younger generation would say, this is the end of the ethnographic museum. This is the end of museum anthropology. But actually, with provenance studies, what you have is a flourishing of the same thing that existed before, a return to the documents that were never written, and an attempt to create a substitute, a simulacrum of what might have happened when these objects were removed from their countries of origin. We can come back to this. Let's remember that provenance can be falsified. There's nothing to tell you in the generations that have, if you like, extended the life of these artifacts, that actually what is being written now in terms of provenance is A, valid, B, truthful, C, relevant. The expert is there to produce context, a very complex word today, and to falsify where necessary. And of course, the digital gives you a selection process based entirely on the existing presuppositions and taxonomies. So here you see the three villas which I took over, which constituted the museum. There was a talk about 60 million and a new building, and we did the whole palaver of trying to get the building off the ground with very famous architects and people, who were advisors. But of course, I think David Adjaye got third place. But the moment it was decided, there was a Bürgerinitiative, a citizens movement to stop it from happening. So I thought secretly to myself, actually I like the villas. I like this idea of domestic research, moving away from a kind of corporate understanding of the university or even the art school. And so the villa that is the most important, so the one on the far left, was the exhibition villa, 400 square meters. In the cellar, 13,000 artifacts from Africa. The one next to it, the kind of Gothic one, was a library with 50,000 books, a public library, open between 7 o'clock in the morning and 12 o'clock. So you had to have been clubbing to want to go there and sit down and read, right? And the final villa was a former police headquarters. You could tell the police had been there because they'd changed the window panes and made them frosted so no one could look in. And this was the villa which I transformed. So the top floor had apartments, the floor below it had studios, and the ground floor had a laboratory, and underneath we had the image archive. So anybody who came to stay for 4 weeks, this was the deal. A guest could be a writer, an artist, a lawyer, a fashion designer. They came, they stayed for 4 weeks, they received 4,000 euros. They had an assistant. This is 12 years ago, 10 years ago. They could take what they wanted from the depot of 70,000 objects, and they could work with them 24 hours
without any interruption and without anybody looking over their shoulder, right? We trusted the people who we invited. Nothing ever got broken or went missing, nothing. Yeah? And if through this kind of analysis, or let's go this way, of the material, a germination began, a prototype started out of this assemblage, this constellation of very heteroclite objects, or photographs, or films, or documents and archives, then that was all that I was hoping for. I didn't expect a final product. I certainly didn't expect an artistic production. All I wanted was the beginning of a new reflection. And each person was asked to leave one of these, in quote, prototypes to the museum, because that way I could build a new collection out of a reflection on the earlier works, which by necessity also became fresh, alive, prototypical once again. This was not tabula rasa material, right? This wasn't like we come in, we're inspired, we don't care about the sensitivity of the object, where it's come from, who it actually used it originally. This was just about the multiplication of meanings, and in a very serious way about a decolonial procedure that said, no, I refuse the authority of ethnology to determine how these objects get studied and what the meanings constitute around them. So here's some photographs. This is Ottobong Nkanga in 2010 with Taimaz Shaverdi, who is a stylist with whom I did a fashion project, and Buki Akib, a designer from Lagos. This is Ottobong Nkanga in the laboratory with all the objects that she selected. And, you know, I don't know any museum where they give you this opportunity. The Schaulager in Basel has been something I've had my eye on for a long time. But when I went there and I looked at Buren and Andrea Zittel or Boltanski, there was always somebody with me. There was no chair or table I could work at. I had to look, you know, and even 10 years ago, we didn't use our mobile phones in the same way. And then I would go into a library and I would write my thesis. But I had no way of bringing things together that came from very different ends of the collection and the depot. And so you get these assemblages, like this one by Antje Majewski, which in part is her material, her Chinese teapot in the shape of a hand, and artifacts from the museum. Interestingly, there was no furniture, right? You've probably seen that there's furniture here. It was made specially by Mathis Esterhazy, who used to work with Franz West in the early days. And it was important because there's no way I would go to IKEA to buy furniture to create a laboratory. And there is no furniture unless we make it. Unless we change the dispositif and build these things, they won't exist. This was the studio space. So everybody had the studio. You can see Perks and Minnie. You can see a kind of guys. Buki Akib looking at musical instruments. And I think that's Buki Akib's studio, so she could really photocopy what she wanted. And what is really important is that production took place in the museum. Things were being made, right? It wasn't like you could come, take a photograph, go back to your studio in New York, like DJ Spooky wanted to do, and then send us the artwork. We didn't accept that. And the things that interested me were those intermediary generative objects, which I call prototypes. So on the far right-hand corner, you see a board with collars, right? The test collars that they made, and that's what they gave to the museum. Every single lecture included artifacts, included things. This is Yvette Mutumba, who was the curator for Africa. It was the first time, and probably the last time, that a woman of African descent has the legitimacy to interpret and work with a collection of
African artifacts and contemporary work from Africa. So it was great because this room was a salon, it was next to the laboratory, and we wheeled things in every time we gave a talk. So people could actually see them, because we are now living through a situation where we have a huge exhibition space and artworks, hundreds of artworks just outside, but we're sitting in a room without any artworks except a projection that distorts the representation of the original intention of the artist. It produces a simulacrum of it in the old, sense of the post-structuralist, that sense of Baudrillard or whoever. The museum looked, this is a couple of shots, I want to move on. So the museum, which was very small, we're talking 350 square meters, 400, 2 floors. Matthijs Esterhazy also did the furniture, and on the far back wall you see the prototype of Ottoban Nkanga. My greatest hope is that afterwards the artist does out of this work another work in another institution. That's when I feel proud as a curator, that they've taken it further. Here you see Thomas Bayerle, his intervention. So these are gravestones that were uprooted by German anthropologists on the Leo Frobenius exhibition in the 1930s, expedition in the 1930s. Each one is a phallus, you saw right. Each phallus is naturally different from the other one. And the father of Thomas Bayerle was one of these painters like Gaston Louis Roux or others who went on expeditions and painted. So Thomas Bayerle took photographs, Alf Bayerle took photographs and painted. And the paintings and drawings were important for 2 reasons. Firstly, the anthropologist could see things through the eyes of the artist that the camera didn't reveal. The artist helped the anthropologist to deconstruct this object by painting it. Secondly, the artist, in sitting there and drawing, was in conversation with the people, in this case in Ethiopia, whereas a camera shot, not today but then, was something that remained a mystery to whoever was the object of this photographic moment. So the reasoning behind all of this work you can read in this book. I'm promoting it briefly just to show to you, because I was fired, and so I took the city of Frankfurt to court. And what you read in here is not me washing my dirty clothes in a book. It's the reasoning, the reflection as to why I changed certain things during the period in which I ran this museum. Now, this work is 12 years old, right? It's unfinished business. Because while restitution takes its course, the looted cultural heritage of the Global South is still held in serial quantity in European museums. The so-called ethnographic or world cultures museum is the tipping point. It is the nefandum, a Latin word that means the impious, that which should not be seen. Originally used to describe sodomy in medieval times, it is the nefandum of the museum as a social, civic institution. These expansive collections represent the entire life cycles and habitus of formerly colonized peoples. You have to imagine what it must have felt like to have your kitchen removed, your living room removed, your place of worship removed. And not only yours, but your neighbors and the village next door. It was all taken for the purpose of educating colonial administrators and the bourgeoisie back in Europe on the people whose lands and whose cultures were being exploited during hundreds of years, and, associated with slavery and everything that you can imagine within this construction of domination and proprietorial ownership.
In the 21st century, they still remain utterly inaccessible. Look at this. This is Dahlem. This is Berlin. How can you possibly get... I mean, this is obscene. Everything is in plastic. You can't work with it. You're not meant to work with it. So, you know, you have to ask the obvious question, is like, how can you perform a decolonial art history if you don't have access to the material? Right? There's material in Bordeaux, there's material all over the place. In Paris, Jean Nouvel built the storage under the Seine. Can you imagine what that means? Can you imagine the connotations if you read Christina Sharp in The Wake and you think about the question of the slave ship and you think about these muted objects that are hoarded pêle-mêle underneath the Seine? If the Seine rises, which it does, it is the objects with provenance that are part of, you know, the collection of Marc Ladrette de la Charrière or Nancy Rockefeller or etc. that are closest to the borderline of the water, right? So you can pull them out quickly. But so therefore, even in 2022, as we concern ourselves with restitution, little drops of objects that are sent back to Benin, to Nigeria, 23, 150, as part of a proxy of para-political negotiations in Europe, then this material remains the elephant in the room. And there is, you see, a violent irony to the politics of restitution and their sister provenance studies, because by becoming the key focus of the rehabilitation of ethnographic collections in Europe, restitution obfuscates the scale, the relevance, and the urgency of providing space and time in museums for decolonial education to be performed with these collections in the here and now. And that is what Rolando Vasquez could call a process of aesthesis that could begin in the meanwhile of restitution, which could take hundreds of years, to diffuse and heal the colonial wound, not as a retrograde reconstruction of acquisition, but as a process of opening up material physically as well as digitally to greater multiplicity and interpretations beyond region, ethnicity, function, and let's not forget it, masterpiece value. Instead, what we have today is the operational metaphor of the museum as a casino. And this is the leading global format, an expensive place to contemplate ownership, acquire capital in art, flaunt prestige, and tout economic risk. The institution will always win. The museum will always win if the avid consumption of the public is won over and maintained. And as Theodor Adorno writes in a small pamphlet, I quote Adorno, "Whether artists produce or rich people die, whatever happens is good for the museums. Like casinos, they cannot lose, and that is their curse." Another operational metaphor is a museum as a department store, an anachronistic mausoleum of commodities and, let me be clear here, the central matrix of the colonial museum, reformulated once more as a universal museum today and exported all over the world. So here, the first department store in Paris, Le Bon Marché, is, in the words of Stephen Greenblatt, a ritual precinct. It has the sheen of high-octane capital, a focus on mobility. Very, very important. In a department store, you are not encouraged to sit down. Yes, in a cafe or in a champagne bar. In a museum, you are not encouraged to sit down and watch a work for hours.
to start taking out your computer, working. You can do it. Here I saw young art students on the floor drawing yesterday. But normally, for the process of the casino and the department store to keep running, you have to keep moving. Benches, chairs are near the toilet or the ascenseur. They are not placed in front of works to allow people to contemplate for long periods of time. A seated visitor or a seated consumer is simply not profitable. So what alternative rhythms of activity could revitalize the museum and the interpretation of its collections? And if you like, setting this institution apart both from the speed of the digital on our telephones and the drug-like pull of luxury department stores and their aesthetic. Do you want to go to the Bon Marché or do you want to go to this museum? When you have a telephone and you have a little bit of money, you go to the department store. The disjunct between artworks in museums and the lived experience of vast swathes of Europe's population is dramatic. Museums concern themselves with communities, but there is also refusal to reference Denise Ferreira da Silva, but also Tina Kampt. Meanwhile, much is discussed today around the curatorial concept of care, of rethinking the responsibilities of a museum for the well-being of its visitors. And circling around these questions of art and culture are the growing humanitarian needs of asylum seekers who are not on the other side of the world, but right here in France, in Spain, in Germany, in the UK. There are 37,000 people in the UK who are in detention camps. Nobody really talks about it. The asylum backlog, it's terminology from Britain, the asylum backlog of former colonial governments means that people from all walks of life are being placed in camps under inexcusable conditions, provided with minimal sanitation, poor nourishment, and insufficient medical attention. The option of educating the stateless in the museum, itself a civic institution for which you need no exam, unlike a university or an art academy, and which abounds in the enrichment of multiple visual languages, may sound crazy to you. And yet we know at the back of our minds that if political conditions escalate today, we will be doing this per force. This image is therefore so fascinating for many reasons. The museum has become a refuge, a shelter, practically a lazaret. Note the generosity with which the director of the Malmö Art Museum, who has provided beds for women who have just been freed from incarceration in concentration camps. Note the large painting of full frontal nudity of naked men, and imagine too the charm of the dialogues that took place between women lying down, speaking to one another while viewing paintings at the same time. This brings me to the Metabolic Museum University, which I've been working on since I left the museum in 2015. It's a concept, it changes, and it's a set of exercises. What do I mean by a museum university? Well, first of all, it's not the same as the inverted homonym, the University Museum, which we know from the States. Yeah, Chicago, Yale, all these big campus universities have an institution which is the University Museum. The Oriental Institute at the University of Chicago, which was founded in 1919 with money from Rockefeller, was originally a research laboratory for the study of Near Eastern civilizations, with material removed by American scholars and placed in reserves. So this is now these university museums in the States are going through a new process. And what do they want to do? They want to make the popular, if you like, the visitors come into the university. So they're becoming closer and closer
to the museum outside of the university. The very first exercise performed by the MMU Metabolic Museum University, took place here in Kiev at the Museum of History of Ukraine. I gave a talk like today, and I had 3 or 4 days. I said, those of you who want to, please come with me. Let's go to the flea market in Kiev. And you with your, I have no budget, but let's look for humble objects that have a sense of contention, where you feel uncomfortable when you look at them. If they don't cost much, let's bring them together. We went back to the museum. We found tables in the cellar and chairs. We placed the tables right at the entrance of the museum. So you had your casa, where you paid. You walked up the steps, and then you had the tables. So anybody who walked in could sit down and take part in a seminar. And immediately this worked. The people who had collected the objects explained why they talked about these things. It lasted for 3 hours, but it was effective. Afterwards, I was given a position in Karlsruhe, and I asked my students to imagine the furniture, the conditions that would be necessary to work in a museum. And so they bought very cheap on eBay, they bought director's chairs, these ugly chairs. And they added a table, they added a pole, and then very importantly, they added a mini projector. Alors, les étudiants ici de Karlsruhe ont construit ces chaises métaboliques pour que nous puissions, so we could spam the hang. Ça se traduit pas en français. To spam the hang. Hein? C'est dans son inbox, dans email, où on reçoit plein de trucs qu'on veut pas. Et c'est là où chaque visiteur au musée pouvait s'asseoir. Un jeune homme, par exemple, s'assied, prend son téléphone, se branche et commence à jeter, à projeter ses images à lui ou à elle entre les peintures. Parce que nous sommes dans un moment tellement tellement standardisé, la règle d'or de 1,55 m est devenue tellement figée que très souvent il y a des espaces non seulement à l'intérieur des salles, mais entre les œuvres. Et c'est ça qu'on voulait essayer de faire. Et en fait, on a squatté pour la Biennale de Ljubljana. On a été invité par Slavs et Tartares. Ils ont produit 25 chaises, mes étudiants, et on a squatté tous les musées de Ljubljana pour offrir des interventions, en fait des lectures sur des choses qui avaient à faire avec le métabolisme du corps. Hein? Donc voilà, Brain Day, Eye Day, au lieu de Monday, Tuesday, Wednesday, on avait Brain Day, Eye Day, Tongue Day, Heart Day, et on avait des post-docs qui faisaient la lecture. Voilà une très belle image au musée naturel de Ljubljana. Donc, voilà encore des exercices, c'est rien de plus, hein, c'est pas des structures, c'est des choses temporaires où tu t'insères à l'intérieur d'une exposition qui est déjà finie, hein, qui est déjà complétée. J'y reviens parce que à la suite de ça, c'est KV qui m'a invité à travailler en tant que curateur, commissaire associé, donc sans salle à moi, sans vraiment de budget. Et là, je leur ai dit, en 2020, je veux travailler avec les collections à Berlin. Je veux ouvrir ces cryptes. Je veux essayer de voir ce qu'il y a à Berlin, encore plus à cause du mur. Mais je ne veux pas seulement des réserves de musées, surtout pas les musées ethnologiques. On va regarder les petits musées de quartier.
on va rencontrer des collectionneurs. Et la première que je suis allée voir, donc la métaphore de dissection, d'opération, si vous voulez, la première que je suis allée voir, c'est Erika Hoffmann, qui est peut-être la collectionneuse la plus renommée à Berlin. Et ces boîtes d'inventaire sont tellement belles parce qu'elles sont entièrement visuelles. Et c'est des photos qui ont été faites à l'époque où elle a acheté l'œuvre, une œuvre ou une autre œuvre. Et donc tu as ça déjà, c'est des prompts. Pierre Le Guillon va me comprendre. C'est des prompts pour faire des discussions extraordinaires à partir de la mnémonique, mais aussi par rapport à cette multiplicité d'interprétations à partir du visuel. Mais bien sûr, on a fait un petit essai. Alors ça, c'est le premier essai où on s'est mis ensemble. Damien, tu vois, Augustin Morse. J'ai créé une faculté, ça se dit, un regroupement de personnes. J'avais un avocat sénégalais, El Hadj Abdoulaye Sène, très futé en droit d'investissement en France et en Allemagne. J'avais un romancier, Tom McCarthy, des artistes venant de plusieurs coins du monde, donc Luke Willis Thompson, Christabel Stewart, Iman Issa, Enrique Naumann. J'avais des designers, Bless. Voilà, donc c'était fait pour que nous venions ensemble avec nos compétences différentes et que nous puissions travailler à savoir comment créer une transversalité disciplinaire à partir d'objets qui venaient de contextes très très différents. Et là, pour la première et la dernière fois à KV, j'ai pu m'insérer dans une exposition pendant 3 heures. Donc ça, c'est un genre de squatting, d'expo ultra temporaire qui s'est fait à l'intérieur de l'expo de Hassan Sharif. Plus tard, donc j'ai fait des assemblages moi-même pour comprendre un petit peu comment on pourrait mettre ensemble des objets ou des images différentes. Irving Penn, Wolfgang Tillmans, Sieverding en bas, et puis la dinde incroyable de Meyer Weissman, qui vraiment, pour moi, porte énormément de pouvoir comme objet. Et bien sûr, à cause de Covid, tout s'est transféré au online, où on a créé un bureau d'esprit qui s'est déroulé toutes les 3 semaines, et où on a parlé de nos propres collections de recherche, nos propres problèmes. Donc tu avais Tarek Atoui qui nous a raconté pendant un bureau d'esprit qu'il avait énormément de soucis parce qu'il avait enregistré le port de Beyrouth le jour avant les explosions, qu'il avait un matériel sonore qu'il ne pouvait pas donner à d'autres artistes, qu'il ne pouvait pas lui-même utiliser, qui donc constituait, si vous voulez, son propre nefandum, son propre imprononçable. Également, il y a Enrique Naumann qui faisait une exposition autour de maisons de poupées. Et vous pouvez bien vous imaginer que les maisons de poupées sont des réflexions un à un de nos maisons. Et donc, elle a retrouvé, à son grand dégoût, une maison de poupée nazie qu'elle a achetée avec juste le balcon. Hein, c'est très typique. Et là, elle nous a posé des questions. Est-ce que je peux le montrer? Comment je me sens? Je suis répulsée par cet aspect de l'achat sur eBay. La femme qui était contente que je ramène ça à Berlin, etc., etc. Et pour transmettre les résolutions, j'ai recommencé à produire Métronome, que j'avais fait et présenté ici en 1998. Et ce métronome que j'avais mis de côté pendant 15 ans, je l'ai redémarré avec des pamphlets très très anachronistiques en fait, Proceedings of the Metabolic Museum University, ou publiés sur un papier administratif allemand de l'Est. Donc les couleurs, c'est pas moi qui les a inventées, c'est des couleurs municipales. Si je le faisais à Bordeaux, il y aurait une autre couleur, par exemple. Et c'est des pamphlets qui circulent seulement de main en main. C'est pas des pamphlets online. Si vous en attrapez un, je vous les offre.
s'il vous plaît, mettez pas ça sur un scanner. Voilà. Et enfin, quand la pandémie, et voilà, je viens à la fin de mon intervention, je m'excuse de cette longueur, j'ai voulu faire un debating chamber, une chambre de débat. Et vous devez savoir que tout ce projet s'est déroulé à huis clos. Ce n'était pas pour un grand public. Parce que j'estime que des endroits comme les musées et les instituts d'art doivent aussi nourrir et soutenir la production esthétique et artistique sans qu'elle soit tout de suite mise en valeur par le public. Il faut qu'il y ait un entrechemin qui permet aux artistes de se rencontrer en dehors des bars, en dehors des conférences, pour discuter de choses pour lesquelles ils sont complètement isolés. Donc, chacune de nous a invité quelqu'un d'autre. Et vous voyez bien, il y avait un assyrologue, il y avait... voilà, vous les voyez, c'est pas pour name dropping, c'est pas ça, mais c'est plutôt que vous voyez l'hétérogénéité des personnes que j'ai invitées. Et voilà, alors j'ai tout de suite posé la question à l'institution dans laquelle je travaille. Je voudrais insérer notre chambre de débat à l'intérieur d'un espace qui est très libre, en bas, dans l'exposition de René Green. Et je connais René Green depuis les années 90, donc c'était pas ça. Je voudrais insérer cette situation avec des prototypes que chacun de nous va apporter à la table. Et pendant 3 heures, on va faire cette chambre de débat. Et ce qui va être très important pour nous, c'est les résonances, les antagonismes, les dynamiques qui vont se produire entre les objets, nous et les œuvres de René Green. Donc, nous ne faisons pas de dégâts iconoclastes. Nous faisons tout simplement, nous apportons un dynamique à l'intérieur d'une exposition pour ensuite la sortir. Et ça a été refusé complètement, je n'avais pas le droit de le faire. Donc, on a été repoussé dans une de ces salles d'événements. Voilà, salle d'événements. Pas amphithéâtre, mais juste une salle où il n'y a rien. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai besoin d'un dispositif particulier. Et j'ai décidé de reproduire le plan de lecture d'un foie à l'époque babylonien, donc d'il y a 300 ans avant Christ, qui avait été redessiné en 1991 par Alberto Morandi. Et j'ai fait faire cette table et j'ai tout de suite invité 3 personnes à en faire le reportage. Parce que je viens d'une vieille école où les actionnistes donnaient les droits à des amis de filmer leurs performances, leurs actions. Et si vous voulez, il y avait comme une collaboration intense avec la personne. C'était pas une documentation. C'était pas la caméra vidéo mise au coin d'une salle. Non. Moi, j'avais totalement confiance dans la personne, les 3 personnes qui faisaient cette documentation de notre événement. Et donc, Eva Stenram, que vous voyez ici, a fait des photos. Je vais vous les montrer. Et nous avons essayé... pas d'être en concours, justement. On n'était pas en concours avec l'exposition en bas. On voulait juste faire un bypass, comme on fait. Voilà. Voilà, ça vous n'allez pas lire tout de suite, c'est pas nécessaire, mais c'est pour vous montrer le genre d'objets. Il y avait des objets d'art, il y avait Jenny Holzer, les petits lightboxes, il y avait Jeffrey Hendricks, donc il y avait pas mal de Fluxus, mais il y avait aussi un bac avec un grand foie de lamb's liver. Agneau, merci. Il y avait de l'huile, il y avait plein de choses et nous avons discuté ensemble pendant 3 heures et ça grinçait. Ça grinçait parce que nous sommes tous et toutes tellement conformistes aujourd'hui qu'on s'attend à avoir la liste des intervenants, les titres de leurs interventions,
le temps de leurs interventions, etc., etc. Sinon, on ne sait pas quoi faire. Donc même les 35 personnes qui étaient dans la salle, masquées, parce que c'était encore le problème de Covid, se sentaient hyper mal à l'aise. Et il y a 2 films qui ont été filmés que je ne vais pas vous montrer, on n'a pas le temps, mais ça va être en ligne en février, quand le site web est fini, qui ont été, si vous voulez, filmés de manière assez stéréoscopique et qui montrent justement les divergences des présuppositions autour de cette table, parce que pour plusieurs personnes, cette table, c'était le casino, c'était le plan de Manhattan, mais c'était également un reflet des discours analytiques de l'Ouest qui voudraient tout remettre en catégorie, en taxonomie, en division. Et donc il y avait comme une friction, une tension assez intéressante entre la vieille génération et la jeune, qui voyait tout de suite ça d'une position postcoloniale, et nous qui voyons ça plutôt comme un jeu, comme un dispositif. Il y avait Matt Mullican, il y avait quand même d'autres des artistes qui ne voyaient pas tout de suite un reflet aussi politisé qu'on aurait pu penser. Donc voilà, maintenant les photos comme celle-ci, les Imageworks, que je nomme Imageworks, c'est la documentation de Eva Stenram. Donc elle n'a pas produit des photos de nous autour d'une table, tu vois, comme il y a toujours avec ces histoires de rencontres qui ne veulent rien dire. Elle a produit en fait des matériaux pour des exercices suivants. Et c'est ça en fait qui m'intéresse, parce que là, de manière anecdotique. Merci. Voilà, merci. Les designers Bless ont demandé à chaque personne dans la salle de leur donner un bout de leurs cheveux, qui a été les cheveux ont été coupés par un coiffeur japonais qu'ils avaient invité. Et vous voyez les cheveux et la brosse, pendant tout le temps des 3 heures de notre chambre de débat, elles ont créé une brosse à cheveux, une hairbrush, brosse à cheveux avec nos cheveux. Et quand à la fin, cette brosse à cheveux a été mise à côté du foie qui a été jeté sur la table, il y a eu comme des moments encore plus disruptifs qu'on s'était souhaité, mais c'était comme ça. Voilà. Donc, je conclus avec la question suivante. Oui, qu'est-ce que je fais avec ça? Juste la traduction de ominous objects, ça serait des objets de mauvais présage. Non, excusez-moi, ça vient de omen, et omen ne veut pas nécessairement dire que c'est négatif, non. Donc de présage. C'est une vulgarisation du mot omineux qui dit aujourd'hui, qui signale aujourd'hui quelque chose qui serait peut-être moins souhaitable. Okay. Tandis que là, le omen et justement le foie était pour prévoir, présager l'immédiat d'une décision. Est-ce que mon frère me trompe? Est-ce que je dois aller en guerre? Donc c'était pas comme ça. Donc justement, de nommer ces objets omineux, c'était de leur donner encore un moment divinatoire. C'est ça qui est important. Donc moi, je voudrais conclure en disant qu'il faudrait peut-être que nous soyons plus courageux et aussi en même temps plus vulnérables par rapport au musée, parce que je reviens au musée comme une institution civique, avec un projet civique, et surtout par rapport aux visiteurs. Et pas par rapport aux visiteurs dans le sens d'un dumbing down, d'un genre d'éducation à bas niveau, à bas échelle, mais plutôt en pensant à ces états d'âme entre le trauma et la rémédiation. Ce que je dis ne s'applique pas à tous les musées. Hein. Je ne suis pas à ce point-là folle. Mais ça pourrait agir dans des musées où une aile est dédiée à un musée universitaire. Et dans ce cas-là, ce serait extrêmement important qu'on commence à reprendre ces doubles, ces duplicats, hein, ces doublettes,
et qu'on les offre à l'étude pour les étudiants aujourd'hui, les étudiants diasporiques. Nous sommes tous diasporiques. C'est des objets, comme dirait Achille Mbembe ou Sarr et Savoie, c'est des objets diasporiques, qu'il y ait un moyen de voir comment et de mettre des assemblages, de créer des assemblages pour casser les murs coloniales des disciplines universitaires qui casent encore l'art dans l'histoire de l'art, l'ethnologie là-bas, jusqu'au point où vous, je vous parie, vous pensez encore qu'en parlant de musée, dans une conférence sur les collections, enfin l'ethnologie c'est là-bas. Ça n'a rien à voir vraiment avec nous, mais ça a tout à voir avec nous. Et donc, je crois en créant des ailes de musées universitaires, nous commençons à penser en dehors du dernier budget, en dehors de la dernière biennale, en dehors du marché et du problème institutionnel à la documenta, et que cet impératif décolonial est mis en exergue, est mis en acte avec cette façon de remédier, cette façon métabolique qui va, j'espère, justement aller plus loin que notre compréhension des fondements de musée à partir du 19e siècle. Je pense aussi que le public ou les publics se transforment de consommateurs en étudiants, n'importe quel âge. D'une femme qui a 75 ans jusqu'à un jeune gosse, nous sommes tous des étudiants parce que, et c'est ça la fin, il ne faut jamais oublier que pour rentrer dans un musée, tu n'as pas besoin d'un examen. Merci. Merci vraiment beaucoup, Clémentine. C'est embêtant parce que hier, c'était toi qui posais les questions. Du coup, comment faire Tu parlais de courage, mais c'est marrant en t'écoutant. Moi, c'était le mot résistance qui me venait à l'esprit. D'abord, la tienne, de résistance à des normes ou à des présupposés. Mais quand même, j'ai aussi pensé à la résistance en face, évidemment. La résistance La résistance des équipes à ce que tu as essayé de mettre en place. Oui. Ça, tu l'as un tout petit peu oui. évoqué, mais je me suis posé la question de la résistance éventuelle des publics. C'est-à-dire, par exemple, sur ta première expérience, comment tu as perçu les retours du public? Est-ce qu'il y a eu... Au musée Weltkulturell, oui. Ça a monté. Il y a eu beaucoup plus de jeunes qui sont venus. Il n'y avait pas de manque. Il y avait un carnet des visiteurs. Toujours mauvaise idée. Mais dans ce carnet, on écrivait quelquefois « Ah, je voulais voir les pygmées, où sont-ils? Ah, je voulais voir... » Donc il y avait des clichés, des stéréotypes à la rigueur racistes qui était écrit dans le livre, mais sinon, ça a marché. Ça a très, très bien marché. Et le fait d'avoir ces 3 villas m'a beaucoup plu parce que ça a changé le dispositif totalement de A à Z par rapport à l'échelle, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce que tu fais dans une villa? Tu dors, tu manges, tu travailles, tu discutes. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de le cacher. Mais quand je suis arrivée, tout avait été caché. On ne savait pas comment utiliser une villa. Donc, voilà. Et puis, je savais également que la taille assez modeste de ce musée, qui était dans l'hiérarchie des musées de Francfort, en bas, parce que en haut, tu avais Max Hollein et le Städel Museum, musée d'art, comme le Prado. Ensuite, tu avais la MMK, musée d'art moderne, comme l'Arena Sofia. Et ensuite, tu arrivais
à ce musée complètement dégringolé, vraiment dégringolé, avec des personnes rentrées dans la bibliothèque. Ça me faisait mal au cœur. Donc pour mettre tout ça ensemble, j'ai dû bien sûr changer les pratiques aussi des employés qui avaient été là depuis 30 ans, une grande partie avaient eu leur moment de gloire pendant la direction d'un ancien missionnaire dans les années 80 et voulaient encore faire des expositions comme elles faisaient avant. Et moi, j'ai essayé de leur encourager de faire des recherches, plus de recherches. Et puis, je voulais aussi comprendre la division, la diffraction entre l'université et le musée par rapport à l'ethnologie. Parce qu'à l'université, on ne venait pas au musée. Ce n'est pas les universitaires qui venaient au musée, parce qu'on a honte. Depuis Lévi-Strauss, depuis 1953, où, quand il a dit à l'UNESCO, attention, on ne va plus étudier les sabres et les figures et les amulets. De l'autre, on va se dédier à la langue et au cérébral et à une autre pensée, les pensées justement. Il y a comme une honte très, très, très complexe par rapport à ces collections coloniales. Donc, c'est là, voilà, pour répondre à ta question. Et j'ai été invitée aussi beaucoup à parler de ça parce que moi, je ne viens pas, même si j'ai étudié l'ethnologie sémantique, je refuse d'être nommée une ethnologue parce que j'ai étudié quelque chose. Aujourd'hui, tu es ce que tu as étudié. C'est horrible. Tandis qu'avant, à mon époque, tu pouvais étudier plein de choses. Quand tu venais du monde de l'art, tu avais le droit d'étudier n'importe quoi. T'étais pas biologue à la fin, mon Dieu. Hein? Donc, je suis revenue tout de suite après avoir fait mon doctorat d'État sur la mission Dakar-Djibouti et documents. Je suis revenue pour devenir commissaire, mais pas commissaire juste d'exposition, comme on a enseigné les 30 dernières années. Hein? Être commissaire aujourd'hui, ça veut dire faire des expositions. Pour moi, c'est travailler avec des artistes et trouver des médias qui peuvent transférer leur travail et, voilà, et soutenir une discussion avec elles et avec eux, surtout quand ils viennent ou elles viennent de contextes et de pôles différents. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Oui, Pierre. Moi, j'aurais énormément de choses à discuter avec Clémentine Delis, mais j'aimerais adresser une question aux étudiants, étudiantes ou jeunes artistes qui sont dans la salle. J'aimerais savoir comment vous envisagez ce rapport au musée aujourd'hui. Est-ce que vous aimez aller dans les musées et est-ce que vous avez envie, comme Clémentine Delis vient de le décrire un peu, que le musée devienne aussi votre atelier d'une certaine façon? Il y a un monsieur. Vous. Non, c'est justement lui. Oui. Je m'appelle Simon, du coup je suis étudiant. Et pour moi, le musée d'aujourd'hui, et ça rejoint un peu ce que vous avez dit, il doit se déconstruire, accepter des vérités aussi qu'il y a eu sur, par exemple, le vol d'œuvres et tout ça. La médiation doit changer sur ça aussi. Comme par exemple le musée d'Aquitaine ici qui a fait tout un truc sur l'esclavage et tout ça. Le musée doit devenir un peu le reflet de notre société et nous inclure vraiment dans tout ce parcours-là parce que le monde de l'art change et c'est normal. Et on accepte du coup des vérités dures des fois. Mais je pense qu'il faut en finir avec ce musée juste où on vient voir des choses incroyables du XVIe siècle ou du XVe, et surtout qui nous reflètent une image, par exemple, chez nous, de la France glorieuse et tout ce qui s'ensuit. Le musée doit, dans sa médiation et dans ce qu'il propose, montrer aux visiteurs d'autres choses et le questionner sur différentes choses et le faire travailler main dans la main avec des commissaires d'exposition ou des gens du milieu, quoi. Et enlever cet élitisme un peu qu'il peut y avoir pour que tout le monde puisse venir au musée et s'y retrouver, quoi. Voilà. Si je me permets de vous répondre, Simon, je pense que la question que pose Pierre Le Guillon est vraiment importante et j'aimerais bien entendre des autres voix, mais je voudrais juste ajouter un petit détail.
Je pense que les musées sont très contraints par rapport à leur espace. Il y a très peu de directeurs et de directrices qui osent changer l'utilisation de l'espace. Et c'est dans les règles des changements d'immeubles par rapport à l'héritage. Hein, il y a un mot, il y a des départements qui veillent à ce qu'on ne casse pas un mur parce que c'est un mur qui vient de l'époque. Il n'y a pas de règles par rapport aux activités qui sont déroulées à l'intérieur d'un musée. Et donc pour moi déjà, la question de dédier une aile à un travail comme un musée universitaire veut également dire qu'on a besoin de meubles. On a besoin de tables, et pas de petites tables où tu peux juste à la rigueur t'asseoir et faire quelque chose, mais vraiment de grandes tables qui, même dans des expositions, je pense toujours, je ne sais pas pourquoi je pense à Wade Guyton ou à un autre artiste, et je m'imagine qu'il n'aurait pas de problème s'il y avait des tables à l'intérieur de son exposition. Peut-être pas toutes les artistes aimeraient avoir des tables et les gens assis, mais moi, ça m'intéresse d'arrêter le pulse. J'en peux plus moi-même de rentrer dans des musées et voir comment on traverse en marchant, on regarde, on marche. Et ici, tu as des prises, tu as la chaleur, hein, tu as le Wi-Fi, donc tu as le droit. N'importe qui a le droit, en fait, de rentrer dans un musée, d'usurper les conditions muséales. Mais ça, tu ne peux pas faire à l'université. Tu ne peux pas le faire aux écoles des beaux-arts. Vous ne pouvez pas rentrer dedans et prendre en charge un espace d'atelier. Mais vous pouvez le faire ici au musée. C'est que, à la fin, tu as besoin de dispositifs, tout simplement. Et la résistance, là, je me demande même si elle ne viendrait pas tant que ça des artistes que du monde curatoriel. Tu vois ? Je ne sais pas. Ben, Je ne sais pas ce qu'est le monde curatoriel aujourd'hui. Quel est ce monde curatoriel ? il est absolument pluriel, mais en tout cas, ou alors il faut le mettre comme une condition à penser sur les commissaires que tu invites, tu vois. Mais enfin, c'est toujours une type de négociation qui peut être une négociation particulièrement mais vous voyez, intéressante. Il y a comme par exemple aujourd'hui, il y a énormément de peinture. Moi, j'aimerais beaucoup faire un musée universitaire avec les peintures des salons du 19e siècle. Ça me ferait énormément ce serait vachement intéressant de sortir toutes ces histoires qui ont été rejetées par l'avant-garde pour voir en quelque sorte 100 ans après de quoi on parle. De quoi on parle. Est-ce qu'on attend maintenant un avant-garde ou pas ? Est-ce qu'on attend la guerre ou pas ? Donc regardons les salons pompiers à nouveau pour essayer de comprendre cet effet du marché aujourd'hui et des salons qu'on a aujourd'hui, hein, les Art Basel ici et là. Et donc je ne vois pas trop le problème de la résistance. Pour moi, c'est des questions de résistance d'imagination, d'imaginaire, et ça vient, et je veux dire, ça revient en fin de compte à la direction d'avoir un concept qui dit que voilà, au lieu, comme Manolo hier, d'une manière vachement élégante, il a pu détourner la notion qu'un musée doit servir des communautés extérieures, pas juste les bourgeois qui viennent le dimanche regarder les Guernica, mais comment le faire ? Alors, tout le temps, tu as cette pression de faire venir les communautés. Lui, ce qu'il a fait, il nous a montré hier, il dit « Attention, on va parler d'un thème particulier qui nous intéresse tous, mais au lieu de le faire à l'intérieur du musée, où je serai en contravention, je donne l'argent à une association qui fait leur truc autonome, et comme ça, je crée une liaison avec le musée sans pour autant être dans une position ni paternaliste, ni à la rigueur problématique par rapport à mon board et ça, c'est très intelligent. Donc, il y a quand même des options à penser, hein,
qui permettrait une utilisation de l'espace. Et par exemple, si vous avez une aile et vous dites au public que toutes les 3 semaines, il y a un volume de la réserve qui va être monté et qui va faire partie du musée universitaire, parce qu'il y a des dispositifs, il y a beaucoup sur roue, il faut pouvoir bouger les choses. Ce n'est pas les open storage qui sont la solution. Attention, hein. Ça fige les taxonomies antérieures. On a besoin de véhicules qui nous permettent de mettre des choses ensemble qui ne se verraient pas, ni seulement digitalement, où tu peux faire des assemblages comme ça. Et si le public sait que toutes les 3 semaines, il y a quelque chose qui va être sorti des réserves, moi, j'aimerais faire une pari que le public viendra. Ils n'ont pas besoin de thème, ils ont besoin de savoir que le musée montre ses intestins. Hein. Est-ce que le musée aujourd'hui n'est pas victime de cette organisation, collection permanente, réserve, collection permanente, exposition? Oui. Ce régime, cette trilogie en quelque sorte, me paraît, moi, aujourd'hui, devoir vraiment être réinterrogée. Parce que qu'est-ce qui empêche, dans un musée, j'en ai géré, oui. De considérer que l'exposition permanente devient un lieu de laboratoire permanent dans un flux, alors avec les réserves, et que le régime de l'exposition temporaire, avec tout ce qui l'accompagne comme exigence de coût, de communication, de fréquentation, enfin toutes ces cases que nous devons cocher pour que ce soit une réussite. Pourquoi ne pas changer ça? La conservation. Non. Non, c'est pas ça? C'est pas vrai. Okay. C'est parce que c'est devenu un standard qu'on ne met pas suffisamment en question. Et je pense que c'est le moment de le faire. C'est vraiment mais la conservation... La conservation, c'est un peu vrai, Clémentine, parce qu'on nous dit nous n'avons pas assez de réserves, nos réserves sont archi-bookées, etc., etc. Mais à vrai dire, est-ce que pour le public, c'est vraiment indispensable d'enfiler des salles et des salles et des salles? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'à un moment donné, des salles d'exposition permanentes peuvent se transformer en storage et que c'est une partie de d'autres espaces qu'on travaille différemment? Je veux dire, qu'est-ce qui nous en empêche? Sinon, le poids de la tradition qui fait que cette... Mais il y a une mode aujourd'hui qui est je ne sais pas comment ça se dit en français, open storage. Il y a le Boijmans de Boijmingen à Rotterdam qui a créé un nouveau musée où tu rentres dedans, tu mets un... Hein? À quel prix? Oui, mais bon, c'est un petit truc assez incroyable, utopique. Tu rentres dedans, tu mets un manteau blanc, hein, comme si tu étais un travailleur de musée, et tu passes à travers des vitres qui te permettent de voir des objets en juxtaposition, mais ce n'est qu'un autre musée. C'est complètement superficiel. C'est très cher. Après, tu achètes ton petit sac, tu pars. Ce n'est pas la même chose. Et je pense que la question de la conservation, il ne faudrait pas non plus... je veux dire, dans le cas des réserves ethnologiques, si on se dit que la restitution est le but primaire, alors on restitue. On ne restitue pas juste les bronzes de Bénin, ok? On restitue toute l'ingénuité, tous les live wires qui sont dans les objets dont on a besoin aujourd'hui. Comment veux-tu? Tu prends une NAS, tu peux avec une NAS retrouver cette intelligence extraordinaire de la NAS, la transformer à travers la technologie et des étudiants qui travaillent ensemble, des écologues qui travaillent avec des ingénieurs, qui travaillent avec des avocats pour les patents, les brevets, merci, peuvent travailler ensemble et créer un autre modèle d'irrigation ou un autre modèle qui serait utile dans le monde dans lequel nous vivons. Et alors, je ne comprends pas tout à fait quel est le besoin tellement grave de ces musées
de garder tous ces doubles d'objets similaires. Ils pourraient les couper en 3. Un tiers, ils gardent comme ça, ils les enterrent, ils mettent plein de pchit antimotes. Un autre tiers, ils envoient, ils restituent. Bon Dieu. Et la troisième partie, eh ben, alors là, ça devient des objets de recherche. Et si ça s'effrite, eh ben, ça s'effrite. Mais quand tu as 4 millions d'objets ou des musées comme le mien avec 70 000 objets, c'est absurde parce qu'il y a à l'intérieur, il y a cette hiérarchie de valeurs qui est quand même en ce moment, pour la plus grande partie des étudiants, n'a plus de sens. On ne veut plus de masterpiece, master narrative, master exhibition. Ça nous écœure tous et toutes. Donc on a besoin quand même de créer des modèles d'espace où le temps n'est pas coupé en 3 mois, une semaine. On remonte une exposition, une semaine, 3 mois, une semaine. L'espace et le temps vont ensemble dans le cas d'une réflexion sur le musée futur et sur l'utilisation des collections. Voilà. Merci beaucoup. Je ne vais pas trop bafouiller. Enfin, j'ai été vraiment passionnée par toute cette recherche, parce que le lien avec la division anthropologique, je dirais d'une manière plus globale, est tout à fait intéressante. Et la rencontre avec différents types d'objets, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de la peinture, et puis il y a une nasse, et puis ça, c'est... Alors, il me semble, enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le modèle, c'est-à-dire que c'est un nouveau modèle d'accès, enfin, de construction du regard. Alors, moi, je me mets du côté du spectateur, enfin, de celui qui va visiter, qui va regarder, qui va donc construire un regard sur les œuvres proposées. Je trouve que c'est très, très intéressant ce que tu dis sur cette construction du regard. C'est-à-dire, en fait, tu convoques des gens, des personnes qui vont travailler à la construction du regard sur quelque chose. Ensemble. Et le partager. Oui. Et ça, je pense que c'est pas tellement... Donc, en ce sens-là, je ne pense pas qu'il y ait un problème de résistance, que ce soit un problème de résistance. C'est plutôt de transformer le mode d'approche de quelque chose et de construire un regard. Et là, je voudrais relier aussi avec ce qui a été dit hier sur la question du situé. C'est-à-dire que, je vois, bon, par exemple, l'expérience que j'ai du CAPC, enfin une expérience depuis finalement assez longtemps, et la manière dont, par exemple, je suis dans l'association des amis du CAPC, hein, qui est une association qui finalement travaille à lever des fonds pour acheter quelques œuvres. Et en même temps, on nous offre en retour de faire ce petit geste généreux, plus ou moins, mais enfin, on essaie de faire quelque chose. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on nous offre la possibilité d'accéder plus particulièrement, rencontrer un artiste ou d'avoir une description sur comment on est en train de restaurer une œuvre. Ou comment, bon. C'est des choses qui sont offertes quelquefois au public plus large, mais malgré tout, je sais qu'il y a des expériences là qui sont assez intéressantes en tant qu'accéder de manière un peu plus privilégiée, enfin, des choses comme ça. Et je me disais que dans le fond, ce type de choses qui se passe sur une ville, à un endroit donné, avec des personnes qui sont proches du musée, qui viennent plus régulièrement. Ce type de choses peut être intéressant de le penser aussi, comment dirais-je, pour le public très proche, en fait. Oui. Hein, oui. Et vraiment de le mettre en place. C'est-à-dire, c'est un autre modèle, je trouve, d'accès à la construction du regard. Oui. Et ça, on peut espérer que toutes les institutions peuvent le faire, mais le problème, c'est que le modèle n'est pas transférable de manière identique d'une institution à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un lieu à l'autre. Je trouve que c'est tout ça le problème, quand même. Oui. Parce que là, toi, tu vas convoquer des gens, des artistes qui viennent un peu de toutes parts. Il y a peut-être aussi d'autres modèles à trouver de proximité qui ne vont pas aller chercher spécialement. Oui, mais il faut revenir à cette question de résistance parce qu'elle nous concerne tous. La résistance que moi j'expérience, c'est pas seulement d'être viré d'un musée pour rien. C'est aussi que dans des instituts d'art, on n'accepte pas quelque chose aussi simple que l'insération d'un événement à l'intérieur d'une exposition. Ou que je fais 5 demandes de fonds sérieux, ça me prend beaucoup de temps pour mes projets
à l'intérieur de cet institut d'art et je ne reçois rien parce que je mets ensemble des collectionneurs privés comme Erika Hoffmann avec des collections, des cryptes publiques. Et donc il y a plein de petites réglementations dont Manolo a parlé très bien hier, de normes qui font partie d'une éducation curatoriale qui est devenue tellement conservateur que moi j'ai beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à travailler, que ce soit en termes d'engagement, voilà pourquoi je vous ai montré tous mes titres, hein, parce que je ne reçois rien de tout ça. Ou par rapport à des expérimentations, c'est pourquoi j'essaye plutôt de parler d'exercice que de mise en place d'une nouvelle structure. Parce que les architectes, en fait, qui font partie de ce travail que je fais, c'est pas encore le cas qu'il y a un architecte ou une qui a inventé ou créé un dépôt qui serait capable d'être un musée universitaire. Au contraire, ils veulent tous faire des musées comme des grands magasins ou des casinos. Partout, partout. C'est le pire, c'est Zeitz-Moka à Cape Town. Là, tu es vraiment en plein dans un marché de consommation. Et c'est cruel, c'est cruel. Et donc là, je me dis, attention, nous avons affaire avec des... Moi, je vis à Berlin, je ne chauffe pas tout mon appartement, il n'est pas grand. Nous avons tous cette charge sur nos épaules et les musées continuent comme rien n'était. Et pendant Covid, ils ont continué, ils se grognaient, ils étaient énervés, les artistes étaient énervés parce qu'on n'a pas pu montrer leur œuvre. Et moi, je me disais, non, mais il peut y avoir un imaginaire qui utilise cet espace entre-temps. Pas possible. Si on doit s'isoler, alors donne au moins un espace vide à quelqu'un. Faisons quelque chose. Et c'est seulement Caroline à Castello di Rivoli qui s'est dit, bon, on fait un lieu de vaccination, mais on met de l'art. Attention, on met de l'art. Vous avez vu, il y avait une fresque. Et donc, ça, maintenant, je me dis, et tout le monde le sait, il faut se préparer. Alors, préparons-nous. À Bordeaux, il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas au musée. On ne peut pas faire toujours des projets à la Manolo. Donc, soyons sérieux, si ça se dit et se parle qu'il y a un lieu d'étude au musée où tu peux brancher ton ordi, où tu peux t'asseoir et travailler, qui est chauffé, et tu as de l'art tout autour de toi qui change, je pense, j'espère que ce serait important pour les personnes qui viennent qui sont déstabilisées par la migration, par le forcé, et qui sont ici. Ah, yeah. Ça continue. Thank you very much for the very inspiring talk. Maybe coming back to the question of museum as a civic space. So I was present here yesterday, and when coming back to the hotel, I read the news that 2 French deputies who were in Bordeaux was insulted by French fascists who were holding a slogan, "Go back to Africa." And I mean, it's happening every day. So colonialism is surviving in different forms, and racism becomes décomplexé. Everywhere in Europe, there is also a colonial war ongoing in Europe, which was possible also in partly because, Europe is co-responsible also to the ongoing war of Russia against Ukraine that's happening today. So my question is, from the perspective maybe of your practice of metabolic museum, but also in general, what is the responsibility of the museum in the face of these new forms, very urgent forms of colonialism and fascism in Europe, if there is a responsibility, of course? That's what I've been trying to suggest, right? Let's anticipate giving support, whether it's women who can sleep in this case, which was an exception, but it was also, I was quite serious when I read you the museum as a lazaret. I really, really thought, why can't we have a rehab center in some of these older museums with frescoes, etc.? And the moment, if we did that,
the moment we use the museum with the Art Historical Museum, we would have to change the curatorial hang. And that's when I thought, at last, these curators who are taught to hang in the right type of way, to put the right kind of labels, they're going to have to change their activity. They are going to have to then talk to the patient, explain things to the patient. They wouldn't be able to project artworks in a different way for the patient. And so that's why I began with this, with Abbas Zahedi, who managed brilliantly to contravene the British law in that way, and was quite aware of it and continues to work in this manner. The fact that Documenta has been so brutally destroyed by the press and by very pathetic, unpleasant right-wing politicians, which is exactly where you're pointing to, the fact that the Finding Commission did not pronounce itself on the practice as an aesthetic, economic, political practice, but from the point of view of art, is very, very damaging. Now in Germany, forget it. Yeah? Now everything is going to become even more conservative. Why didn't the directors of the key institutions in Europe say something when they should have said something? Why did they wait till the end of Documenta to organize conferences? Why didn't they support it when the dogs were ripping the flesh of Documenta, treating Ruan Grupa really badly, and all the collectives that were at Documenta? And you know, the market was saying, oh, I'm not going to Documenta. Us kind of people went, and it was the first time that I saw a glimmer of hope between this division of the institutional artist and the market artist. It was really good. So I think that we're not in a crisis yet, but the chances are that the right wing the ultra right wing, as he called it, will close these venues. So it's a kind of a difficult, it's a difficult one to. Est-ce que le public suit? Vous suivez à peu près? On est scandaleusement en retard. Je suis désolée de vous dire, oui, parce que je sens on que là, il y a arrête. une énergie incroyable. Mais je pense, bravo!